Bienvenue au Polysécure, épisode pour les PME. Je suis accompagné de Julien. Allô, ça va bien? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Cette fois-ci, la dernière fois, on avait parlé justement grand public. Parce que là, on adresse PME, encore dans les réseaux sociaux. Voir comment est-ce qu'on peut mettre des mesures de sécurité adéquates. Autant au niveau personnel, il y a un certain nombre de choses à faire, ce qu'on a largement discuté. Au niveau entreprise, c'est différent puisque certaines plateformes offrent des outils spécialisés, offrent des niveaux d'accès qu'on peut distribuer et d'autres mesures de sécurité qu'on peut mettre en place justement pour encadrer l'usage et ces plateformes-là. Et considérant que ces plateformes-là sont de plus en plus centrales à plusieurs entreprises, dont nécessairement pour le contact avec la clientèle, dans certains cas qu'on va effectuer des ventes. Donc, ça devient primordial de maintenir la stabilité, l'accès à ces éléments-là. Les médias nous ont montré que des commerçants canadiens et québécois ont tombé sur des choses. Justement, tu m'en parlais en off. Dans les médias sur X, il y a des plateformes, il y a des comptes qui sont faits voler récemment, puis des comptes, pas des petits comptes, des comptes de personnes, d'organisations importantes. Donc, tout ça est complexe. Il y a beaucoup de petits détails. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Puis on reçoit beaucoup de questions au passage pour approfondir le sujet. Absolument. Ben, on peut commencer, comme tu dis, en effet, par les plateformes de gestion. En fait, la plupart des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ils offrent ce qu'on appelle des plateformes de gestion. Fait que dans le cas de Meta, c'est Meta Business Suite. LinkedIn, c'est LinkedIn Business Manager. TikTok Business Center. Et bref, en fait, c'est des plateformes qui permettent de centraliser toutes tes ressources reliées au réseau social au même endroit et aussi de centraliser la gestion des accès. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que justement, si une compagnie, par exemple, a une page Facebook, un compte Instagram, eh bien, tu vas intégrer ces deux ressources-là au Meta Business que tu auras créé au nom de la compagnie. Et à partir de ce moment-là, ben, en fait, c'est le gestionnaire qui va devenir un peu le propriétaire de la page et du compte Instagram. Et ça, ben, ça fait en sorte que quand tu as du mouvement de personnel, eh bien, c'est le gestionnaire qui reste le propriétaire de tes ressources reliées à Meta. Donc, c'est plus facile d'être périn dans le temps et donc justement de pouvoir avoir une transition d'employés puisque ben, justement les ressources vont rester intégrées dans le Meta Business. Fait qu'en fait, tu crées le compte de gestion au nom de la compagnie et de là, tu vas intégrer des employés en tant que gestionnaire dans le cas de Meta, dans le cadre du Meta Business. Et de là, tu pourras attribuer des rôles selon les tâches de chacun. Fait que c'est un peu le principe qui est appliqué autant pour Meta que pour LinkedIn que pour TikTok. C'est vraiment de dire on intègre les ressources de la compagnie au niveau du réseau social concerné dans la plateforme de gestion. Et de là, on attribue des accès selon les tâches de tout le monde. Donc ça, c'est pas mal la base que toutes les compagnies devraient faire, PME, solopreneurs, parce que ben, en fait, ça rend le tout un peu plus sécuritaire. Parce que quand tu fais ça, après ça, tu peux donner des rôles pour pas qu'un employé se connecte directement par exemple, sur la page Facebook en faisant un changement de profil. C'est plutôt à partir de la plateforme de gestion qu'il aura accès aux ressources, par exemple, pour gérer les commentaires, pour faire des publications, etc. Donc ça, c'est vraiment la base. Quand on parle de sécurité, les réseaux sociaux, PME, la base, c'est intégrer et mettre en place ces plateformes de gestion qui sont offertes, on le rappelle, gratuitement. Il n'y a aucun coût, c'est vraiment à faire de manière gratuite par les différents réseaux sociaux. Là. Oui, ben c'est ça. C'est un peu contre-intuitif parce que pour la plupart des gens, Facebook, c'est personnel. C'est pas un endroit où il y a des complexités, des choses, d'éléments comme ça qui doivent être tenus en compte. LinkedIn, c'est un peu moins pire parce que les gens sont un peu plus dans l'univers professionnel, on est habitué avec des droits d'accès dans des répertoires ou des limitations dans des accès qu'on distribue à un certain nombre de personnes. Même pour les PME, c'est très important d'ailleurs de distribuer ces rôles-là. Faut le rappeler que même dans le répertoire de fichiers, on fait attention. C'est pas tout le monde qui a accès aux données des RH et ainsi de suite. Ben, à la paye, par exemple, si on veut toucher quelque chose de vraiment sensible. Même titre que ça, ben, comme tu le mentionnes, on doit répliquer dans les médias sociaux et Meta et LinkedIn notamment offrent des plateformes très, très complètes pour arriver à gérer ce niveau-là de choses-là dans lequel on doit mettre les mêmes stratégies qu'on utiliserait pour qui a accès aux informations de la paye notamment. Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre que beaucoup de cyberattaques, ils vont viser évidemment des comptes Facebook, des comptes LinkedIn, et de là, ben, si la personne a accès justement aux pages Facebook, aux comptes, ben, ils vont passer par la personne pour aller justement prendre le contrôle des pages ou des comptes publicitaires. Ça aussi, on peut le dire aussi. Quand on parle de plateforme de gestion, c'est oui page Facebook, page le compte, mais c'est aussi les comptes publicitaires. Si vous pensez pour de la publicité sur les réseaux sociaux, ben, vous pouvez aussi intégrer évidemment les comptes publicitaires
au niveau de la plateforme de gestion. Et ça, ben, ça peut aussi vous éviter des surprises parce que j'ai déjà vu des gens qui, comme disait Facebook, parfois on pense un peu au personnel. Fait que souvent, une compagnie, ils engagent une nouvelle personne au marketing. La personne va créer un compte publicitaire pour la compagnie, sauf que le compte, elle le recrée sous son nom. Et là, un jour, elle quitte. Et là, ben, tu peux pas garder le compte puisqu'elle l'a créé sous un niveau personnel. Alors que quand tu prends une plateforme de gestion, ben, tu peux écrire un compte publicitaire qui va être relié au compte de la compagnie. Et donc là, ben, de nouveau, t'es périn dans le temps. Et si quelqu'un quitte, ben, c'est pas grave, le compte publicitaire reste un compte de la compagnie et reste relié au meta-business de la compagnie ou au LinkedIn de la compagnie. Donc, c'est aussi plus simple de pas avoir des surprises de, ben, le compte, on peut pas le garder, il faut qu'on recommence de zéro. Parce que justement, la personne le crée à titre personnel. Fait que ça donne aussi des avantages comme ça. Et évidemment, en termes de sécurité, ben, c'est un peu d'appliquer ce qu'on applique au niveau des TI, mais d'appliquer justement dans les plateformes. Donc, de dire, ben, c'est pas tout le monde qui est super admin de ta plateforme de gestion. Ça, c'est la pire erreur parce qu'on sait que si les pirates réussissent à pirater un compte et que le compte est super admin, ben c'est là que tu perds tous tes accès. C'est là qu'on voit les histoires d'horaire de la personne qui s'est fait pirater. Le fraudeur a retiré tous les autres admins. Et de là, c'est là que ça commence à calvaire. Alors que si tu fais une gestion efficace et tu mets 2 admins qui ont des comptes très protégés et les autres personnes, tu leur donnes des rôles, en fait des sous-rôles qui leur permettent de faire leur travail comme il faut, mais sans être super admin, eh bien, tu viens limiter les portes d'entrée à haut risque. Et si une personne qui avait juste les accès d'écriture et de publication, par exemple, sur la page Facebook ou sur la page LinkedIn, ben, le fraudeur pourrait potentiellement aller publier des conneries, mais il pourra pas virer tous les admins, parce que le compte ne sera pas admin. Donc, en limitant le nombre de comptes super admin des gestionnaires, ben, tu viens aussi de limiter le risque que si un compte se fait pirater, ben, il y a plus de chances que ce soit un compte qui a moins de privilèges qu'un compte à haut privilège. Donc, ça devient plus sécuritaire aussi. Et évidemment, ben là, l'erreur qu'il faut aussi ne pas faire, c'est de mettre un seul admin. De toute façon, on le voit aussi beaucoup pour les plus petites compagnies ou les solopreneurs. Si vous êtes le seul admin de votre business manager, ben, si vous perdez accès à votre compte, ne serait-ce que juste parce que Meta a décidé de vous flusher le compte pour X raison, parce que parfois on peut perdre accès à son compte sans que ce soit nécessairement piratage, eh bien là, vous êtes le seul admin, vous perdez accès à toutes vos ressources, et là, ben, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, il y a aussi l'approche de dire, oui, on veut limiter le nombre d'admins, mais il faut au moins qu'il y en ait 2, parce que comme ça, si un perd son compte, ben, l'autre personne peut prendre le relais le temps que la personne se crée un autre compte ou récupère accès à son compte. Fait que ça, c'est aussi un truc qu'il faut bien penser. C'est que oui, on limite le nombre de hauts privilèges, mais dans les réseaux sociaux, ça en prend au minimum 2, parce que sinon, malheureusement, oui, on le voit souvent, des gens qui disent qu'ils perdent accès à leur compte, puis là, ben, ah non, j'ai été les pages, les comptes m'appartiennent, mais j'ai plus accès parce que justement, j'ai perdu mon compte. Avec ça, c'est important de privilégier cette option-là. Mais voilà, c'est ça. Pour la plupart des autres employés qui dans votre compagnie, en effet, tu as vraiment des sous-rôles qui permettent aux gens de faire leur travail comme il faut, mais sans avoir des hauts privilèges. Et ça, évidemment, c'est l'approche aussi qui est recommandée d'adopter le plus possible. Évidemment, tout ce qui est compte partagé, ça aussi, on essaye d'éviter. En fait, c'est que ça respecte aucune règle. Tout ce qui est règle de communauté et standard de gestion, vous pouvez aller lire les dizaines de paragraphes, mais quand tu lis bien, tu comprends que Meta, LinkedIn, en fait, toutes les plateformes n'aiment pas du tout qu'on utilise des comptes partagés pour gérer des réseaux sociaux. Donc, ben, si vous le faites, vous ne respectez pas les règles et donc il y a un risque de vous faire barrer le compte. Donc, si vous avez un compte partagé pour la business, pour gérer les réseaux sociaux, et ce compte se fait barrer, ben, vous pouvez de nouveau tout perdre. Donc, ça aussi, on évite. Donc, l'approche est de dire, ben, chaque personne a son propre compte LinkedIn, son propre compte Facebook, pour justement accéder aux différentes ressources. Alors, évidemment, compte Instagram, compte TikTok, ça, c'est un seul compte unique de la compagnie. Donc, c'est correct. Chaque personne ne va pas avoir son compte TikTok de compagnie, mais pour tout ce qui est gestion, chaque personne doit avoir son propre compte unique à lui, pour justement être en respect des règles au niveau des différents réseaux sociaux. Ouais, puis ils ont fini par répliquer un peu ce qu'on voit dans les réseaux d'entreprise de plus grande taille là, maintenant, mais quand même où justement on a ce genre de séparation-là. Chacun a son compte tout le temps pour identifier chaque personne, des choses comme ça. Oui. Puis là, tu le fais bien de le répéter parce que tu l'as répété quand même à quelques reprises. Meta, notamment, LinkedIn un peu moins, ce que j'ai pu constater, n'aime pas beaucoup les comptes partagés. S'ils le repèrent, ils vont le zapper. Puis en général, il y a peu ou pas de recours quand ça arrive. Et si c'est ça, votre seul et unique accès à votre page, ben c'est pas mal la fin des émissions, puis il faut recommencer à zéro de façon plus ordonnée.
Oui. Mais c'est important de faire ces réflexions-là. Toujours avoir deux personnes qui ont la clé, parce qu'on perd la clé, ben c'est fini, personne d'autre. Et Meta ne fera aucun passe-droit, puis va laisser la page mourir de sa belle mort, sans plus grande tristesse que ça. Oui, tout à fait. Puis l'idée, en fait, on parle de compte parfait. Après, il y a aussi chacun qui a son compte unique. Il faut aussi ne pas faire l'erreur de créer un compte avec un nom bidon. Beaucoup de gens, ils vont créer un deuxième compte Facebook dédié seulement à leur travail professionnel et ils vont avoir leur compte personnel. Ça, même si ce serait une bonne idée, dans le cas de Meta, en théorie, ça ne respecte pas les règles d'avoir un deuxième compte non plus. Fait que ça ce serait bien qu'ils changent ça, mais malheureusement, actuellement, c'est contraire au règlement d'avoir un deuxième compte Facebook qui t'appartient. Donc, l'idéal, tu veux que ton compte personnel, mais avec ton nom et ton prénom réel, ou du moins que les personnes qui sont en charge de la gestion et qui ont des hauts privilèges aient vraiment un compte avec le nom et le prénom, parce que si vous vous faites pirater, ce qui pourrait arriver, eh bien, quand Meta va demander ou LinkedIn va demander de valider votre identité, il demande d'envoyer une pièce d'identité et il compare avec le nom du compte. Donc, si votre compte Facebook, votre compte LinkedIn s'appelle Babouche 1, 2, 3, ils vont pas faire le lien avec une pièce d'identité. Et donc là, s'ils disent qu'on peut pas valider votre identité, tu perds tes accès et tu vas jamais les retrouver. Donc, c'est là l'importance d'avoir justement un compte avec un nom et un prénom bien réel que tu peux matcher avec une carte d'identité ou un passeport ou peu importe, parce que justement, beaucoup de plateformes, pour valider suite à un piratage, ils demandent une pièce d'identité et c'est là que si tu peux pas la fournir, ils vont faire, comme tu disais, désolé, tant pis pour le compte. Puis oui, la page, c'était ça qui te donnait accès. Tu peux l'oublier parce qu'ils vont pas faire de passe-droit. En effet, s'ils peuvent pas matcher une identité, c'est tant pis pour toi, elle recommence de zéro. C'est que ça aussi, c'est en effet important de bien se rappeler d'avoir des comptes nominatifs réels, si on veut. Puis là, je vais défendre un peu la position de Meta là-dessus. Puis il faut comprendre qu'ils font ce choix-là parce que, c'est plus simple pour eux autres et ça évite des gens qui vont faire voler les comptes des autres. Puis c'est un peu dans cette mesure-là. Donc, c'est plus facile globalement de limiter le vol de comptes en évitant de faire des reprises de possession au détriment des gens qui, malheureusement, au passage, ont oublié leur capacité d'avoir accès. Fait que le risque pour eux autres est beaucoup plus modéré si on y va de cette approche-là. Fait qu'il faut y comprendre et leur non-intérêt à contourner ces règles-là parce que c'est beaucoup de problèmes pour eux autres et des processus administratifs qui sont quand même assez d'envergure à la taille de Meta. Donc, ils n'ont pas le temps de traiter des cas qui sont pas suffisamment critiques, disons. Là. À la limite, on l'a vu cet été, même quand le Premier ministre du Canada a plaidé pour un assouplissement de certaines choses, Meta a fait la sourde oreille. Donc, imagine les PME. Ils n'écouteront rien. Non, tout à fait. Puis après, c'est vrai que tu fais quand même de le souligner. C'est vrai qu'en effet, parfois, les gens, je vois beaucoup de gens qui se plaignent de le service à la clientèle, on n'en a pas, il n'y a pas de service. Parfois, les gens oublient le nombre de comptes qui sont actifs. Mais je pense que Meta, juste Facebook, c'est 2 et quelques milliards de comptes. Le nombre de pages d'entreprise est tout autant élevé. Donc, oui, en effet, c'est vrai que le service est parfois pas là, mais il faut aussi comprendre que d'avoir un service efficace, ça prendrait des dizaines de milliers d'employés, juste qui est pas réaliste en soi. Donc, c'est pour ça que oui, en effet, tu veux tout faire pour pas avoir à faire affaire avec le support de Meta Lincoln, parce que justement, en effet, c'est prêt à être plus efficace, mais il y a quand même une réalité du nombre de comptes qui est énorme. Donc oui, c'est sûr que ça impacte quand même, oui, la possibilité de faire du cas par cas. Quand tu reçois des dizaines de milliers de demandes par jour, c'est pas si simple que ça de traiter toutes les demandes. Malheureusement, oui, de manière plus efficace que les gens peuvent l'avoir. Quoi. Mais voilà, donc ça, c'est ça, cet aspect-là, voilà, c'est pour ça que je suis dit de se protéger pour pas avoir affaire avec eux. Parce que ça, c'est ça, ce sera toujours plus simple de procéder comme ça. Après, évidemment, comme on parlait des comptes, en effet, d'avoir le nom nominatif, compte personnel pour chaque personne. Ce qu'il faut aussi pas oublier, ça c'est intéressant de le parler, comme on dit pour l'épisode pour les particuliers, ça s'applique aussi au niveau des PME, c'est évidemment de mettre en place le double facteur d'authentification. Ça, il faut vraiment le rappeler. Sur les réseaux sociaux, c'est d'autant plus important parce que c'est souvent, comme on disait, la barrière qui va mettre fin à l'attaque, parce que les fraudeurs, c'est comme on dit, c'est des attaques de masse et si c'est bloqué, ils vont pas s'emmerder, ils passent au suivant et c'est fini. Donc, mettez en place le double facteur. Mais quand on parle de PME, c'est là qu'il faut faire une distinction, c'est de pas mettre le double facteur avec un simple numéro de téléphone par SMS, parce que c'est là que ça peut causer des problèmes. Quand c'est votre compte à vous,
À la limite, si c'est votre numéro de téléphone, vous le gérez, bon, tout va bien, mais dans un cadre entreprise, si c'est la personne au marketing qui met en place le double facteur avec son numéro de téléphone personnel et qui a fini par quitter la compagnie et que vous n'avez pas fait le changement de numéro de téléphone au niveau du double facteur et que pour X raison, vous êtes déconnecté du compte et vous devez fournir ce double facteur, ben, c'est la personne qui l'a créé qui est plus là. Si vous êtes en très bon terme, peut-être qu'il va vouloir vous donner le code, mais s'il n'y a plus aucun contact, ben vous ramassez avec un compte qui appartient à la compagnie, vous êtes incapable d'accéder parce que ben justement, vous n'avez pas le contrôle du double facteur. Donc, pour pallier à ce problème-là, eh bien, on utilise une application d'authentification, donc Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, qui va permettre de connecter un compte générique au niveau de l'application. Donc, pour Google, ben, un compte Google ou Microsoft, un compte Microsoft, et qui va permettre, si on veut, d'enregistrer les codes de double facteur dans l'application, mais de les relier au compte au niveau du cloud. Donc, si un employé quitte, ben, vous avez juste à réinstaller l'application sur un autre téléphone, de connecter le compte qui était relié, et de là, vos codes vont se remettre sur l'application. Et donc, ben, vous perdez pas, si on veut, le double facteur. Vous n'avez pas aussi à tout reconfigurer. Parce que ben justement, c'est relié au niveau de l'application et comme c'est synchronisé avec le compte, ben, n'importe qui peut remettre l'application, se reconnecter sur le compte et avoir les codes. Donc ça, c'est aussi important de prendre cette approche-là et non l'approche SMS qui, je l'ai vu, peut causer bien des problèmes, malheureusement. Puis, ben, au-delà de ça, au-delà du problème de SMS au niveau sécurité, le SMS, c'est pas même niveau que on va retrouver avec des applications comme Google ou Microsoft Authenticator, par exemple, ou avec des clés sûres qui sont un peu plus wild, avec des clés physiques de CPBKey, par exemple, qui sont vraiment une étape supérieure dans laquelle sont vraiment très efficaces pour protéger. Puis dans certains cas, ça, je me souviens pas si les plateformes, je crois que Meta le supporte. Je sais, LinkedIn ne le supporte pas de mémoire, les clés physiques. Mais si vous êtes vraiment paranoïaque, c'est l'endroit où aller. Puis là, vous possédez la clé physique, vous pouvez en mettre plusieurs sur un même compte, donc à un moment de distribuer le plaisir de personnes qui sont capables de déverrouiller le compte s'il y a problème. Ça, c'est mieux. Mais ça a d'autres affaires, d'autres contraintes, justement, qui sont un peu plus élevées à ce moment-là, qui limitent cette capacité-là. Puis je trouve intéressant que tu mentionnes le deux facteurs. Puis, il faut que je fasse aussi une courte parenthèse sur les comptes qui sont associés, les courriels qui sont associés avec les comptes d'accès. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps, puis le temps des fêtes étant le meilleur temps, c'est pour ça qu'on a sorti l'épisode avant les fêtes. Mon compte Facebook s'est fait attaquer 3 fois par reset de mot de passe, parce que moi, il est hyper padé. Fait que genre, j'ai reçu 3 requêtes de reset de mot de passe, fait que j'ai reçu des courriels qui me demandent si je veux faire une réinitialisation de mon mot de passe. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer, qui a vu que j'ai le MFA, il a fait « Ah non, je suis pas capable ». Il essaie de réinitialiser. Et il frappe encore un autre guérite à ce moment-là. Donc, c'est très important aussi de contrôler vos adresses courriels, vos comptes courriels avec le même niveau de sécurité que vos comptes des médias sociaux, parce que s'ils sont capables de changer le mot de passe, ben, parce que vous avez accès à votre boîte courriel, parce qu'elle est moins bien sécurisée, ben, c'est un fait que vous avez juste transféré le problème de place à ce moment-là. Oui, je confirme. En effet, tu fais très, très bien de le dire. C'est vrai que j'ai oublié, mais en effet, ces réseaux sociaux, souvent comme le compte, tout ce qui est compte Facebook ou compte LinkedIn, c'est relié en effet à souvent un courriel personnel. Donc, en effet, il faut mettre le double facteur aussi sur le compte courriel. Parce que c'est vrai que sinon, en effet, ben, il va pouvoir passer par là et vous ne serez pas plus avancé. Et pour les comptes, par exemple, un compte Instagram de compagnie, ben là, évidemment, tu mets un compte courriel de compagnie. Et l'erreur que pour être encore plus protégé, c'est de pas associer un compte, par exemple, Instagram au courriel que vous mettez comme courriel de contact pour que les particuliers puissent vous contacter. Parce que ça, je le vois aussi souvent beaucoup. Tu as une compagnie qui a son compte Instagram. Quand tu vas dans contacter, tu as un courriel et souvent, c'est le courriel qui est associé au compte. Ben, non, évidemment, tu crées un courriel qui est pas public. Comme ça, ben, tu viens de nouveau limiter le risque qu'un fraudeur tente de s'attaquer au courriel qui est relié à ton compte. Donc, comme ça, même si tu as le dual factor, tu viens encore plus limiter. Tu es une tentative d'attaque, disons, dans le sens, ton courriel, c'est info le domaine de la compagnie. Ben ça, c'est bien comme courriel de contact pour le compte. Mais tu mets pas ce courriel-là comme courriel qui est associé à ton compte. Tu mets un autre courriel qui est dédié aux réseaux sociaux pour justement avoir une meilleure sécurité. Ça, c'est aussi l'approche qui, en effet, est très, très importante à prendre pour limiter encore plus, si on veut, c'est juste la possibilité de s'attaquer, par exemple, au courriel qui serait associé au compte concerné. Oui, notamment. De toute façon, on l'a vu, certaines entreprises québécoises ont tombé
sur ces éléments-là parce que les fraudeurs sont de plus en plus imaginatifs. Fait que s'ils réussissent pas à attaquer le compte de médias sociaux directement, ils vont l'attaquer sur le côté en allant chercher votre adresse courriel, par exemple, pour réussir à aller faire une réinitialisation de mot de passe dans ce cas-ci, pour prendre un contrôle d'un compte qui, s'il est super admin, là, on ramène sur tout ce que tu mentionnais, tout s'additionne. Donc, il faut tout séparer les différents composants justement pour limiter les dommages qu'il pourrait y avoir en cas d'un incident. Puis, il vaut mieux prévoir le cas d'un incident que d'ignorer, que de penser qu'on est immunisé contre ça, même si on a prendre d'excellentes mesures. Ces excellentes mesures-là peuvent échouer d'une façon ou d'une autre aussi. Ah, et puis évidemment, c'est dans la même lignée quand on parle dans tous les comptes ont des mots de passe. Ben ça, je l'ai vu trop souvent. T'as des compagnies qui ont des fichiers Excel. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mettez pas tous les mots de passe des réseaux sociaux dans un fichier Excel. C'est la pire idée au monde. Mais le nombre de compagnies que j'ai vues en faisant une audit que ben oui, on a un beau fichier, il y a tout dedans. Puis il était tout fier de me montrer ça. J'ai fait non. Fait que s'il vous plaît, ne faites pas ça. Utilisez des gestionnaires de mots de passe d'entreprise avec des dossiers pour gérer les réseaux sociaux. Ça, c'est clairement aussi la meilleure approche. Parce qu'un fichier Excel, ben, on le sait, même si un mot de passe, c'est pas infaillible. Donc, en termes de gestion des réseaux sociaux, ben, ça passe par ne pas avoir tes mots de passe dans un fichier Excel. Évidemment, des mots de passe différents aussi. Ne pas mettre le même partout. Moi, j'ai déjà vu une compagnie sur la nommée qui était tous les mots de passe étaient les 3 premières lettres de la compagnie avec leur adresse civique des bureaux. Et ça, c'était les mots de passe partout. S'il vous plaît, ne faites pas ça non plus. C'est pas une très bonne pratique, disons ça comme ça. Donc ça aussi, évidemment, on évite. Et ben, quand on parle aussi de double facteur, comme on l'a dans l'épisode avant le temps des fêtes, il y a les fameux codes de secours, qui sont des codes qui permettent, si on veut, de contourner le double facteur en cas de perte de possibilité de valider le code à 6 chiffres soit avec l'application parce que vous avez perdu le téléphone ou pour X raison. Donc, ces codes de secours, c'est très pratique pour justement se protéger en cas de perte d'accès au double facteur, mais c'est aussi un danger que si un fraudeur met la main là-dessus, vous comprenez qu'il a juste à prendre le code de secours et même si le compte a le double facteur, il contourne le double facteur et là, vous n'êtes pas plus avancé non plus, vous venez de vous faire pirater parce que les codes de secours ont été utilisés. Ce qui m'amène au point de dire que les codes de secours, on les met pas au même endroit que les mots de passe des réseaux sociaux. Parce que là, ben, si pour X raison un fraudeur réussit à pirater l'endroit où il y a ça, ben là, il aura le mot de passe et double facteur, hop, on prend le code de secours, on valide et on passe. Donc ça aussi, je le dis parce que je l'ai vu aussi dans l'entreprise, des gens qui avaient les codes de secours avec les mots de passe. Non, on met dans des endroits séparés. Parce que oui, les codes de secours, c'est pratique pour vous, mais c'est aussi utile pour les fraudeurs qui voudraient contourner votre double facteur qui a bien été mis en place pour être sécuritaire, mais justement, ben, il y a des manières de contourner. Et pour beaucoup de comptes, ça passe par les fameux codes de secours. Donc ça aussi, c'est un point qui est important de préciser parce que oui, on n'y pense pas, mais oui, ça peut causer quelques petites surprises malheureusement. Si vous êtes victime d'une cyberattaque, ben parfois, le double facteur, c'est bien, mais il faut protéger aussi ce qu'il y a autour, comme tu disais. Donc ça passe par les comptes courriels qui sont reliés aux réseaux sociaux, mais aussi aux méthodes qui vous protègent, mais qui peuvent aussi se retourner contre vous si elles sont mal gérées. Oui, absolument. Donc, fait que ça, c'est cet aspect-là, en effet, ça, c'est bien de le rappeler. Puis quand on parle des plateformes de gestion, ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que oui, on parle de gérer les accès, de donner des sous-rôles. Il faut aussi comprendre que la plupart des plateformes permettent justement de pouvoir gérer les ressources à partir des plateformes de gestion, sans justement devoir, par exemple, avoir le compte Instagram sur son téléphone directement. Ça, c'est une approche qui est assez intéressante, parce que aussi qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu multiplies les appareils qui sont connectés par exemple sur le compte Instagram de la compagnie ou sur le compte TikTok, bien ça vient de nouveau augmenter le risque qu'une personne se fasse pirater son téléphone ou qu'il y ait un virus, whatever, et donc du coup, qu'il devienne une porte d'entrée. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler. Idéalement, on limite le nombre de connexions sur les téléphones des employés, sur les comptes, mais aussi également sur tout ce qui est ordinateur, même chose sur le web. On limite le nombre de connexions actives. C'est là que les plateformes de gestion permettent de justement pouvoir gérer les ressources sans que la personne soit seulement connectée directement sur la page Facebook ou directement sur le compte, mais plutôt en passant par la plateforme de gestion qui permet de forcer le double facteur, ce qui est aussi important parce que quand tu as un compte Facebook personnel, si la personne a accès à la page Facebook en faisant un changement de profil, elle ne pourrait ne pas avoir le double facteur et elle aurait quand même accès. Alors que quand tu intègres sur la plateforme de gestion, là, tu peux forcer la personne à avoir le double facteur pour accéder à la ressource. Et donc, de nouveau, c'est une protection supplémentaire qui permet encore une fois de mieux gérer les accès. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, d'utiliser les plateformes.
Et pour justement de limiter, c'est encore une fois les connexions au compte directement sur les appareils personnels ou d'entreprises, des différents employés qui ont besoin d'utiliser et de gérer les différents réseaux sociaux. Oui, c'est important que tu le mentionnes, cette distinction-là. Puis aussi, c'est d'encourager l'usage des équipements de l'entreprise et non les équipements personnels pour faire la gestion des réseaux sociaux. Justement, pour éviter cette confusion-là qu'on peut avoir entre un et l'autre et que justement que la bascule ne soit pas bien faite et que sur notre compte personnel, on donne accès malheureusement au compte d'entreprise et de créer des dommages à travers celui-ci parce que c'est des vases communicants. Et c'est ça qui est comme ça qu'il faut les comprendre. Donc, de séparer, un peu comme on laisse le travail au travail, on essaie de ne pas l'amener à la maison, même dans un contexte de télétravail, où on essaie de cloisonner ces zones-là pour notre santé mentale, mais il faut aussi pour la sécurité. Et pour ces éléments-là, cette cloison-là aussi est importante pour limiter les soucis qu'on pourrait avoir. Ah oui, absolument. Puis, tu vois, ce qu'il faut peut-être parler, c'est pour TikTok, ça c'est peut-être la précision à faire. TikTok, ils ont une plateforme de gestion qui est TikTok Business Center. Par contre, actuellement, cette plateforme-là, c'est dédié à tout ce qui est gestion marketing et faire des publications payantes. En gros, de faire de la publicité payante. Tu peux pas faire des publications organiques actuellement sur la plateforme de TikTok Business Center. Donc, ça force les employés à avoir le compte TikTok sur leur compte. Donc, c'est là qu'idéalement, c'est là que tu limites justement le nombre de personnes et que tu mets pas tout le monde sur le compte, sur leur téléphone. En si la personne qui fait des publications vidéo, tu mets une personne qui va publier le vidéo et non 4 personnes quand c'est une seule qui doit publier, quoi. Et c'est un peu le principe de dire, surtout TikTok, comme la plateforme de gestion est efficace, mais permet pas de tout gérer au niveau des publications, commentaires organiques, t'essayes de limiter, oui, les connexions au compte. Puis quand on parle de limiter aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que tous les comptes personnels qui sont utilisés pour gérer les réseaux sociaux, du moins les comptes aux privilèges qui ont des accès admin, tu essaies aussi d'aller voir s'il y a des applications tierces qui sont connectées au compte. Parce que ça aussi, on le voit, parfois, Meta sera sécurisé, mais si la personne avait connecté son compte Facebook à une tonne de services externes comme Adobe ou des jeux ou d'autres services en ligne, s'il y a une faille qui est découverte au niveau de l'app tierce, parfois les fraudeurs peuvent réussir à pirater votre compte Facebook en passant par l'appli tierce. Et c'est là que ça peut devenir un risque si votre compte Facebook était, par exemple, super admin des ressources ou votre compte LinkedIn. S'il était relié à une tierce application, ça peut vous causer des problèmes. Donc, idéalement, on va voir dans le compte au niveau des paramètres quelle app tierce est connectée. Et si c'est un compte à privilège, même si c'est un compte en théorie personnel qu'il faut utiliser, on essaye de limiter au minimum les applications autres que votre compte Facebook serait connecté au compte pour justement limiter la porte d'entrée qui parfois ne se fait pas par le réseau social lui-même, mais bien par d'autres services et sites connexes. Ouais, comme les jeux dans Facebook aussi, à une époque, on crée des certains nombres parce qu'ils ont accès à de l'information, donc sont capables de se promener un peu plus, donc de limiter un peu ces éléments-là. Sur ça, on revient à un compte d'entreprise, ordinateur d'entreprise, séparer les choses, parce que le fait qu'on veut jouer à des jeux sur Facebook est une chose, le fait que ce compte-là nous permet d'administrer notre plateforme des médias sociaux en est une autre, et il faut faire cette distinction-là, même si elle peut paraître un peu agaçante à prime abord, parce que faut faire un effort pour le faire, mais cette séparation-là sauve beaucoup de problèmes plus tard, et surtout avec l'augmentation massive des fraudes sur les réseaux sociaux. C'est tôt ou tard, tout le monde est victime. Je le mentionnais, mon compte a été attaqué et il est régulièrement d'ailleurs sur Facebook. Donc, ça m'arrive une fois de temps en temps. Si je n'avais pas des mesures efficaces, ça ferait longtemps que je n'aurais pas eu le contrôle et je serais en train de pleurer. Jusqu'à présent, je me tiens à jour, j'ai continué à avancer, mais vérifier les applications branchées dans un cas d'entreprise, ça ne devrait pas exister ou très peu. Et dans un contexte toujours comme ça, d'aller comme ça. Puis je fais la parenthèse pour les solopreneurs, c'est d'autant plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de monde. On est souvent juste soi. Et là, ça devient plus difficile de faire cette séparation-là. Puis là, ça demande un effort particulier. Il faut la faire parce qu'elle va nous sauver énormément de problèmes. Moi, le premier en étant un, je fais énormément attention parce que si je colle trop un à l'autre, si je perds le contrôle d'un des comptes Meta ou si je perds un des contrôles d'un de mes comptes comme ça, pour moi, OK, ma business n'en dépend pas. Mais pour une vue image, c'est surtout pour une personne qui travaille en cyber, c'est pas super bon pour mon image professionnelle dans ce contexte-ci. Fait que je suis très prudent, même si ça demande des efforts supplémentaires. C'est
plate, c'est comme aller au gym, ben il faut le faire. C'est pas naturel, c'est pas ça, mais ça a des bénéfices à court et moyen terme. Ah oui, puis toi, tu parles d'attaque. En effet, il faut peut-être rappeler aux gens, parce qu'il y a eu des vagues assez massives tu reçois un message privé sur la page Facebook de la compagnie qui dit vous avez enfreint les règles de la communauté, votre page va être désactivée, veuillez vous connecter ou cliquer sur le lien pour confirmer que c'est bien vous. Meta ne va jamais vous envoyer un message privé pour vous dire que vous avez enfreint les règles. Ça n'arrive jamais, mais ça, il faut le rappeler aux gens parce qu'il y en a qui se font avoir malheureusement, mais Meta ne va jamais, ils ont d'autres choses à faire que ça. Si vous ne respectez pas les règles, vous allez le savoir vite parce que vous n'aurez plus accès à rien. Vous allez avoir un gros message qui dit vous avez enfreint les règles, tout est bloqué. Donc ça, quand c'est vraiment un blocage de page, vous le savez assez vite, c'est pas un message privé qui rentre. Donc quand on voit ça, on supprime ou on envoie dans les spams et on ne clique sur rien parce qu'il y a vraiment une section dédié autant pour Meta, pour LinkedIn que pour TikTok. Il y a des sections dédiées au niveau du respect des règles et c'est là qu'on peut vraiment voir si on a enfreint des règles ou pas. Donc, si vous venez en enfreindre une règle, vous allez le savoir avec cette section-là ou juste parce que la page va carrément être barrée puis on va vous dire votre page est bloquée parce que vous avez enfreint les règles. Et ça, c'est important de le rappeler parce que les attaques se passent beaucoup par là parce que ils savent que beaucoup de gens vont lire les messages et il suffit qu'il y en ait un qui clique sur le lien, qui se connecte et de là, c'est fini. Avec ça, c'est important de le rappeler qu'en termes de cyberattaque, c'est beaucoup ce qui est utilisé actuellement pour essayer de prendre le contrôle de pages d'entreprise. Et ça s'applique autant pour les pages que pour les comptes publicitaires. Et là, c'est d'autant plus important parce que les comptes publicitaires, comme on le disait, là, c'est votre argent. C'est l'argent de la compagnie qui est relié souvent au niveau des comptes et des cartes de crédit de compagnie qui sont reliées. Et donc là, si vous faites pirater le compte publicitaire, les dommages sont assez importants. C'est dépendant surtout de la somme que vous dépensez. Plus vous dépensez d'argent, plus la limite de crédit va être élevée. Donc, souvent, les fraudeurs, ils vont dépenser jusqu'à atteindre la limite totale. Et c'est là, que là, tu peux être pris à avoir une balance de compte à payer à Meta. Et malheureusement, si tu tentes de te battre avec eux en disant que non, ce n'est pas toi qui as fait l'action, même si ça vient de ton compte, même si la pub est faite en Chine, fait que c'est logique que ce serait pas toi. Meta ou les autres, ils ne comprennent pas ça. Ils vont dire non, mais ça part de votre compte, donc c'est à vous de payer. Et donc ça, justement, d'où l'important de pas vouloir se retrouver dans une situation comme ça. Donc en effet, on contrôle aussi les comptes publicitaires et idéalement, on limite, si on veut, les capacités de paiement au minimum que ce que vous devez dépenser, mais pas avoir plus. Parce qu'au final, si vous mettez plus, si un risque en cas de piratage, le fraudeur aille atteindre la limite totale. Donc si vous avez une limite plus élevée que ce que vous pouvez, abaissez-la manuellement, ça va juste vous protéger encore plus. Dans le cas où malheureusement vous feriez pirater, en effet, même si Meta vous donne une limite de 20 000, puis vous n'avez pas besoin, baissez-la parce que justement, c'est le fraudeur, vous êtes sûr que le fraudeur, lui, il va atteindre le total de ce qu'il peut dépenser. Et c'est là que tu peux te ramasser avec des mauvaises surprises, malheureusement, quand ça arrive. De payer des publicités pour les autres. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais couvrir? Non, je pense qu'on a bien fait le tour au niveau des plateformes de gestion, comme quoi c'est vraiment important de les utiliser. En effet, solopreneur, on n'oublie pas que comme vous êtes seul, mettez une autre personne de confiance au niveau des accès. Gérer les rôles, comme le dit en effet, les gens pour bien faire leur travail n'ont pas besoin d'être super admin des ressources, fait que mettez des sous-rôles de gestion de communauté, de gestion de publication, et mettez deux comptes super admin bien protégés. Non, je pense qu'en effet, on a bien fait le tour au niveau des PME. Ce qui est plus important, on en a parlé un peu, mais bien rappelé en effet d'intégrer, si on veut, les processus de départ, si on veut, d'intégrer les réseaux sociaux dans ces processus. Donc, de dire si quelqu'un quitte, on s'assure qu'on lui retire l'accès aux différents réseaux sociaux. Parce que je l'ai vu aussi beaucoup des compagnies qui avaient engagé des consultants externes et après 3 ans, réalisent que les consultants sont encore intégrés dans leur LinkedIn, qui sont encore super admin des pages parce que il n'y a pas eu de revue d'accès. Donc, durant quelques années, il y avait des gens qui travaillaient pour la compagnie qui ont encore accès. Donc, s'il se passe rien, tant mieux. Mais s'il suffit que le compte fasse pirater de la personne qui est plus là puis qu'elle avait encore accès, ça peut devenir malheureusement la porte d'entrée de votre cyberattaque parce qu'il y avait une mauvaise gestion. Puis ça, c'est important peut-être de préciser de faire une revue d'accès, mais des réseaux sociaux. Pour justement, parce que souvent ça ramène un peu au fin qui pourrait être une belle conclusion, c'est qu'en effet, autant Meta, LinkedIn que TikTok, que toutes les grosses plateformes, vous n'avez pas d'aide. Si vous vous faites pirater, il faut que les gens comprennent ça. Si vous pouvez aller cogner à n'importe quelle firme de cybersécurité, ils ne pourront pas vous aider. La seule manière de vous aider, ce serait qu'ils piratent eux-mêmes les plateformes, ce qu'ils ne vont pas faire. Donc, il faut bien comprendre que quand tu perds accès à un compte Facebook, un compte LinkedIn, tu es dépendant de la plateforme et c'est seule la plateforme peut t'aider. Et malheureusement, il n'y a pas d'aide. Donc, même si tu dépends des centaines de milliers par mois en publicité, ça va être un parcours du combattant, des va-et-vient, et parfois, tu ne récupères jamais tes accès.
Donc, si vous êtes quelqu'un qui a une compagnie qui ne dépensait pas pour de la publicité, là, l'aide, elle sera, mais vous en aurez aucune. Donc là, vous faites sûr que vous n'allez pas récupérer vos accès. Donc, faut vraiment, je vais garder ça en tête, de se dire, c'est pas comme un environnement de Google ou Microsoft où tu peux avoir de l'aide ou des compagnies de cybersécurité peuvent t'aider vraiment à prendre le contrôle ou à réseaux sociaux. T'as pas d'aide de personne, agence marketing non plus, à moins que tu sois partenaire officiel Meta, que vous soyez client de ces agences. Là, oui, eux, ils ont un accès direct, mais même là, c'est le pipeline pareil de dire c'est des va-et-vient puis il se passe rien. Fait que ça, il faut vraiment le rappeler, mais parce que c'est important, les réseaux sociaux, tu es dépendant des plateformes. Donc, si tu as besoin de te faire aider, quand tu n'as plus accès à un compte, tu as subi un piratage, ben, attends-toi à passer de longues semaines de va-et-vient à te battre et pas avoir de progression et pas de devoir recommencer à zéro au complet tes pages ou tes comptes parce que ben, justement, tu ne seras pas en mesure de récupérer récupérer le tout. Et ça, on le voit trop souvent, mais malheureusement, c'est souvent quand les gens sont confrontés à ça qu'ils réalisent que ben, pourquoi il n'y a pas un courriel Meta? Ben non, malheureusement, t'as des humains qui te peuvent parler quand tu dépenses de l'argent, mais même là, comme c'est beaucoup de gens différents, ben ça devient vraiment les 12 travaux d'Astérix. Et voilà, et ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois à te battre sans avoir accès à tes ressources. Donc, ça peut avoir un impact assez dommageable sur la business, tout dépendant à quel point vous êtes dépendant des réseaux sociaux en termes de gestion. C'est excellent. Merci énormément. C'est encore très instructif. J'espère que ça va aider les gens à s'éviter de tomber dans des pièges et d'être dans le pétrin. Merci à toi. Super intéressant.